Ce jour-là, tout a basculé. J'étais assis à mon bureau à 23 heures, la lumière bleue de l'écran me brûlant les yeux, une tasse de café froid à côté de moi. J'avais enchaîné 16 heures de travail, comme tous les autres jours. Je cochais des cases, je répondais à des emails, j'étais occupé. Mais au fond de moi, je sentais un vide immense. J'avançais, mais sans destination. Je gagnais ma vie, mais je perdais mon temps. Je croyais que c'était ça, la recette du succès, l'épuisement, le sacrifice. Jusqu'à ce que je trouve ce vieux carnet en cuir dans une malle poussiéreuse du grenier de mon grand-père. La première page ne contenait qu'une seule phrase, écrite d'une main tremblante: le chêne ne grandit pas en s'agitant, mais en s'enracinant. Je ne le savais pas encore, mais cette phrase était la clé d'un système que j'allais nommer le système du paresseux, une méthode qui allait non seulement me permettre de travailler 2 heures par jour, mais de devenir 10 fois plus riche que je ne l'avais jamais imaginé. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai déchiffré ce carnet. Ce n'est pas une formule magique, mais une philosophie oubliée. Je vais vous partager les 7 principes qui ont radicalement transformé ma vie, en me faisant passer de l'agitation stérile à l'efficacité sereine. Restez bien jusqu'au bout, car le dernier principe est le plus contre-intuitif et le plus puissant de tous. Chapitre 1, la règle du levier unique. Le carnet débutait par une analogie étrange. Mon grand-père parlait d'Archimède et de son levier capable de soulever le monde. Trouve ton levier, avait-il écrit. La plupart des gens s'épuisent à pousser le rocher avec leurs mains. À l'époque, ma vie professionnelle était un chaos. Je jonglais avec une dizaine de projets, je répondais à des centaines de sollicitations, je voulais être bon partout. J'étais persuadé que le volume d'action était la clé. En lisant ces lignes, j'ai compris mon erreur fondamentale. Je n'avais aucun levier. J'étais juste un pousseur de rochers. Alors, j'ai fait quelque chose de terrifiant. J'ai listé toutes mes activités. Il y en avait plus de 30. Et je me suis posé la question du carnet: si je ne pouvais faire qu'une seule de ces choses pendant les 3 prochains mois, laquelle aurait le plus grand impact sur tout le reste? La réponse fut immédiate et douloureuse. 90% de ce que je faisais n'était que du bruit. De l'agitation. Mon levier, c'était une seule compétence, celle où j'avais le plus de potentiel, mais que je noyais sous une montagne de tâches secondaires. La première règle du système du paresseux était née, identifier et se consacrer quasi exclusivement à cette seule action à haut impact. C'était le début, mais la partie la plus difficile restait à venir. Chapitre 2, l'élimination radicale. Une fois le levier identifié, le carnet devenait beaucoup plus direct. La page suivante montrait le dessin d'un sculpteur devant un bloc de marbre, avec cette légende: la sculpture est déjà dans la pierre. Mon travail consiste seulement à enlever ce qui n'est pas nécessaire. Ce n'était pas une question de mieux gérer mon temps, mais de mieux gérer mon nom. J'ai donc pris ma liste de 30 activités et j'ai commencé à tailler. Impitoyablement. Les réunions où ma présence n'était pas vitale? Supprimées. Les notifications de mon téléphone? Désactivées pour toujours. Les projets intéressants mais pas essentiels? Abandonnés. Les 3 heures par jour passées à s'informer sur les réseaux sociaux? Évaporées. Au début, c'était angoissant. J'avais l'impression de passer à côté d'opportunités, de décevoir les gens. La société nous conditionne à dire oui, à être disponible, à paraître occupé. Le système du paresseux m'apprenait à dire non pour pouvoir dire un immense oui à mon levier. J'ai libéré des heures, mais surtout, j'ai libéré une quantité phénoménale d'espace mental. Le bloc de marbre commençait à peine à révéler sa forme, et pourtant, le plus grand changement n'était pas encore arrivé. Chapitre 3, le sprint du paresseux. J'avais mon levier, j'avais éliminé le bruit. Mais comment travailler? Le carnet décrivait ce que mon grand-père appelait l'effort du guépard. Un guépard ne trottine pas toute la journée. Il se repose, observe, et quand le moment est venu, il délivre un sprint d'une intensité foudroyante. Puis, il se repose à nouveau. C'est l'opposé de notre culture du travail, qui glorifie la journée de 8 heures où l'on reste assis à un bureau, que l'on soit productif ou non. J'ai donc appliqué ce principe. Fini les journées à rallonge.
Mon objectif était maintenant de travailler 2 heures par jour. Mais attention, pas n'importe quelles 2 heures. C'était un sprint. Un bloc de 120 minutes de concentration absolue et ininterrompue, entièrement dédié à mon levier unique. Pas de téléphone dans la pièce. Pas d'onglet de messagerie ouvert. Pas de musique distrayante. Juste moi et la tâche. Les 30 premières minutes de mon premier sprint furent un enfer. Mon cerveau, habitué à la distraction constante, criait au secours. J'avais envie de vérifier mes emails, de prendre un café, de faire n'importe quoi d'autre. Mais j'ai tenu bon. Et au bout d'une semaine, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'accomplissais plus en ces 2 heures intenses qu'en 10 heures de travail fragmenté auparavant. Le secret n'était pas dans la durée, mais dans la densité de l'effort. Mais ce n'est pas tout, car le système m'a ensuite confronté à son plus grand défi. Chapitre 4, l'effet cumulé silencieux. Après 3 semaines de ce nouveau régime, le doute s'est installé. Violemment. Je travaillais moins, je me sentais plus reposé, mais les résultats spectaculaires que j'attendais n'étaient pas là. J'avais l'impression de stagner, d'être devenu un véritable paresseux, au sens négatif du terme. J'étais sur le point de tout abandonner, de retourner à mes 16 heures de travail frénétique, juste pour me sentir à nouveau productif. C'est là que j'ai relu un passage du carnet que j'avais ignoré. Il y avait le dessin d'une pousse de bambou. En dessous, il était écrit, pendant 5 ans, la graine travaille sous terre, invisible. Puis, en 6 semaines, le bambou s'élève de 30 mètres. J'ai compris. J'étais obsédé par les résultats immédiats, visibles. Le système du paresseux, lui, est basé sur l'effet cumulé silencieux. Chaque sprint de 2 heures était comme un jour d'arrosage pour ma graine de bambou. Le travail se faisait en profondeur, invisible à l'œil nu. J'ai décidé de faire confiance au processus. Et c'est là que le rebondissement inattendu s'est produit. 1 mois plus tard, sans que je m'y attende, un projet sur lequel je travaillais pendant mes sprints a décollé. Pas une explosion, mais une reconnaissance, une opportunité qui a validé des mois d'efforts concentrés. C'était la preuve. Le bambou sortait de terre. J'avais touché du doigt le secret de la croissance exponentielle, et non linéaire. Chapitre 5, la richesse asymétrique. C'est ici que le concept de devenir 10x plus riche prend tout son sens. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Le carnet contenait un schéma qui m'a fasciné, une petite entrée de 1% qui générait une sortie de 50%. C'est le principe de la richesse asymétrique. Mon grand-père expliquait que dans la vie, la plupart des résultats ne sont pas proportionnels aux efforts. Certaines actions ont un retour sur investissement disproportionné. Mon ancien moi passait 80% de son temps sur des tâches qui ne généraient que 20% des résultats. Le système du paresseux m'a forcé à inverser la vapeur. J'ai commencé à chercher la symétrie partout. Dans mon apprentissage, au lieu de lire 10 livres sur un sujet, je cherchais le livre, l'article ou le mentor qui contenait 80% de la sagesse essentielle. Dans ma santé, au lieu de tester tous les régimes à la mode, je me suis concentré sur les 3 habitudes fondamentales qui avaient le plus d'impact: sommeil, nutrition, mouvement. La richesse dont parlait le carnet n'était pas seulement financière. C'était une richesse de temps, d'énergie, de clarté mentale, de sérénité. En appliquant une force minime au bon endroit, le levier, j'obtenais des résultats massifs dans tous les domaines de ma vie. Je ne travaillais pas plus, je ne gagnais pas forcément plus d'argent au début, mais ma vie était devenue infiniment plus riche et plus simple. Chapitre 6, l'automatisation invisible. Une fois que vous maîtrisez un processus pendant vos sprints, que faire? Le répéter à l'infini? Non. Le carnet avait un autre conseil: ne porte pas les seaux, construis l'aqueduc. L'idée est de transformer les actions répétitives et maîtrisées en systèmes qui fonctionnent presque sans vous. Attention, on ne parle pas ici d'automatisation logicielle complexe. On parle de créer des habitudes, des checklists, des modèles. Par exemple, pour certaines tâches récurrentes, j'ai créé une procédure simple, étape par étape, que je n'avais plus qu'à suivre. Cela éliminait la charge mentale de devoir réfléchir à comment faire la chose à chaque fois. Mon énergie n'était plus dépensée à faire le travail, mais à améliorer le système qui faisait le travail.
Mes 2 heures de sprint devenaient de plus en plus puissantes. La première heure était dédiée à l'exécution, et la seconde à la systématisation. Comment puis-je faire ça plus vite la prochaine fois? Comment puis-je éliminer une étape? Comment puis-je créer un modèle pour ne plus jamais avoir à repartir de zéro? C'est ça, l'automatisation invisible. C'est devenir l'architecte de sa productivité, et non plus seulement l'ouvrier. Et cela m'a préparé pour le dernier principe, le plus déroutant de tous. Chapitre 7, la déconnexion productive. Je pensais avoir tout compris. Le levier, l'élimination, le sprint, l'effet cumulé. La machine était bien huilée. Mais les dernières pages du carnet de mon grand-père ne contenaient aucune théorie sur le travail. Elles étaient remplies de croquis d'oiseaux, de feuilles d'arbres, de notes sur de longues promenades en forêt, de réflexions sur la musique classique. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de ses loisirs. Puis j'ai compris. C'était la pièce maîtresse du système. Le véritable travail ne se fait pas pendant les 2 heures de sprint. Il se fait pendant les 22 heures de paresse. Le sprint sert à planter les graines, à nourrir le subconscient avec un problème ou une tâche. Mais la solution, l'idée de génie, la connexion inattendue, elle, n'émerge jamais quand on force. Elle apparaît sous la douche, pendant une marche, en regardant les nuages passer. C'est la déconnexion productive. J'ai donc commencé à planifier mon temps libre avec autant de sérieux que mes sprints de travail. De longues périodes sans but, sans écran, sans stimulation. Juste l'ennui, la nature, le silence. Et c'est là que les meilleures idées de ma vie ont surgi. Le système du paresseux n'est pas une méthode pour entasser plus de travail en moins de temps. C'est une méthode pour libérer du temps afin que notre esprit puisse faire ce qu'il fait de mieux, créer, connecter et résoudre. La véritable richesse, c'est d'avoir le temps de s'ennuyer. En conclusion, ce vieux carnet ne m'a pas donné une recette miracle. Il m'a offert une nouvelle boussole. Il m'a appris que la réussite ne se mesure pas en heures de sueur, mais en pertinence d'impact. Le système du paresseux m'a appris à passer de « faire plus » à « être plus ». Plus intentionnel, plus concentré, plus serein. J'ai arrêté de courir après le temps, et il est revenu à moi. Cette richesse-là, aucune journée de 16 heures ne pourra jamais l'acheter. Ce système ne vous rendra peut-être pas riche du jour au lendemain, mais il vous rendra riche de ce qui compte vraiment, le temps de vivre. Il vous apprendra que le chêne ne grandit pas en s'agitant, mais en s'enracinant profondément dans ce qui est essentiel. Sauvegardez cette vidéo pour ne pas oublier. N'oublie pas de t'abonner.